Et merci à toute l'équipe des médias catholiques. Et nous poursuivons en direct ici de RCF Liège, où c'est beaucoup plus calme évidemment parce que nous ne sommes pas sous l'emprise de l'alcool comme à Wavre, nous sommes tout à fait sérieux. Et je reviens sur ces fameuses phrases et j'ai envie de vous la poser à tous les deux avant. Comment rassembler sans se ressembler? C'est facile. Aujourd'hui, c'est comment aimer sans avoir peur de l'autre. C'est comment s'ouvrir au lieu de se renfermer. C'est comment rencontrer au lieu de partir dans une autre direction. Mais se rassembler, ça veut pas dire qu'on peut avoir uniquement les points sur lesquels on est d'accord. On peut se rassembler, mais on peut avoir des désaccords. C'est qu'il y aurait l'écoute, le respect. Et je pense que c'est ces valeurs donc éthiques. Il faut retravailler nos paradigmes dans la société. Et c'est à cela que j'invite non seulement nos concitoyens, mais aussi même le monde politique, le monde de la décision. Aujourd'hui, il est appelé à retravailler sa feuille de route en injectant, pas de l'insuline, mais en injectant de la sagesse. Donc en injectant de la pédagogie, en injectant justement une vision holistique à toute la problématique, donc dans tous les domaines. Quand on parle aujourd'hui sur les moyens médiatiques que le musulman égale l'arabe, c'est quasiment faux, plus que faux. La communauté arabe représente 1/5 du monde musulman. Donc, on n'a pas connu l'islam de l'Afrique noire, l'islam de l'Asie, l'islam de l'Amérique latine. L'islam d'aujourd'hui, ce n'est pas l'islam uniquement des Arabes. Au contraire, peut-être l'islam est prisonnier de la dictature des Arabes. Donc, aujourd'hui, comment libérer l'islam de ces étiquettes? Comment libérer l'islam pour vivre justement cet islam qui est le chemin de la sagesse, le chemin de la paix? Et le prophète Mohammed, pour juste illustrer, quand on lui a dit que veut dire le musulman, il a dit c'est celui, quand vous allez le rencontrer, il va vous procurer la paix dans sa parole et la paix dans ses actions. C'est cela le musulman. J'ai dit. Voilà. Jamal Malad, je me rappelle en 1978, quand le pape Jean-Paul II, dans sa première homélie comme pape, lorsqu'il est installé, a commencé en disant « N'ayez pas peur ». Parce qu'évidemment, pour tous les gens, se dire un pape qui arrive de Pologne, on pouvait craindre. Et puis voilà, il a dit « N'ayez pas peur ». Aujourd'hui, si vous deviez commencer à, je ne vous demande pas de devenir le prochain pape, mais de commencer une phrase, n'ayez pas peur, qu'est-ce que vous diriez après? Je reprendrai la phrase que vous avez dit tout à l'heure, comment se rassembler et se ressembler. Parce que je pense que le fait de se mettre dans la position face à l'autre, c'est déjà un problème, ça veut dire qu'on veut s'opposer à l'autre. Je pense qu'on est dans l'altérité, il faut apprendre à se construire, donc à se ressembler avec l'autre. Je ne suis pas du tout dans cette perspective où les citoyens sont cloisonnés et doivent rester cloisonnés. S'il y a des soucis de ce côté-là, je pense qu'il faut se décloisonner, de part et d'autre. Maintenant, tout le monde a cette part d'humanité, cette part de sagesse, comme a dit monsieur, cette part de volonté d'aller vers l'autre. Et il y a une théorie très intéressante que j'ai rencontrée qui s'appelle la théorie sociale. La thérapie sociale, pardon. C'est-à-dire où le citoyen est amené à apprendre à vivre en société en gardant peut-être certaines de ses particularités, mais en les négociant avec l'autre. Et ça, tout le monde doit y participer, parce que, effectivement, la société est multiculturelle et on est construit sur un interculturalisme, sur une rencontre de l'autre, plutôt que sur un cloisonnement. Donc il faut, quelque part, faire des concessions sur soi, accepter que l'autre est différent, que l'autre voit différemment les choses, et entrer en communication, communiquer. Nous sommes tous confrontés à une mondialisation, nous sommes tous confrontés à un certain effacement des cultures, des particularités, des traditions locales. Ce n'est pas simplement une question qui se pose par rapport à l'immigration, ou par rapport à la religion ou autre. Non, c'est vraiment sur le plan humain. Il y a réellement un enjeu qui est majeur, qui est celui d'apprendre à se construire avec l'autre.
Et là, pour exister, sans quoi on s'efface, on n'existe plus. Et c'est la culture ou l'invasion dominante qui va prendre le dessus. Et ça, il n'en est pas question, parce que c'est toujours au détriment des minorités ou au détriment des particuliers. Mais vous l'avez dit, hein, c'est intéressant parce qu'il faut aller à la rencontre de l'autre, en fait. On a en Belgique, hein, je ne sais pas si vous savez, il y a un centre d'accueil, par exemple de la Croix-Rouge, où il y a de nombreux demandeurs d'asile. On ne les connaît pas en général, on les voit à la télévision. Moi, j'ai été les voir parce qu'ils avaient une journée porte ouverte. Et moi, j'ai été étonné. Ils m'ont dit pourquoi ils étaient là, parce qu'il y avait la guerre dans leur pays et que s'ils y retournaient, ça allait zigouiller. Et moi, ça m'a vraiment étonné. Et alors, on leur demandait, mais qu'est-ce que vous faisiez dans votre pays? Ah ben, moi, j'ai étudié l'économie. Moi, j'étais capitaine de navire. Moi, j'ai étudié la psychologie. Et donc, c'est vrai qu'il y a des tas d'idées préconçues qu'on a dessus. Et je pense que c'est important, c'est d'aller rencontrer, justement. Mais il y a une question que je voudrais vous poser par rapport, justement, à ces gens qui viennent, qui sont demandeurs d'asile. Quelle est votre vision et quelle est la vision qu'ont les gens de la deuxième génération, hein, Philippe parlait de génération, vis-à-vis justement de ces Syriens qui arrivent? Avant tout, c'est un drame humain qui a pris une ampleur plus qu'extraordinaire, puisque tous les pays européens sont confrontés à ce drame humain, suite à la destruction de la Syrie, mais déjà avant avec la destruction de la Libye, et encore avant avec la destruction de l'Irak. On a toujours été confrontés à des flots d'immigrants. Et je passe bien sûr les conflits en Afrique qui génèrent un flux migratoire extraordinaire. Je pense que si on arrive à se représenter les drames humains que ça peut représenter que de quitter son pays sous le feu des balles ou sous des catastrophes écologiques ou autres, on prendra la mesure de ce qui se joue sur le plan humain. Aller dans un camp de réfugiés, effectivement, ça peut vraiment nous faire rencontrer des gens qui vivent le malheur et qui communiquent sur base de cela. Maintenant, les réfugiés syriens ne sont peut-être pas francophones dans leur majorité, donc peut-être que la communication est plus difficile. Mais donc ils ne sont pas vus comme une sorte de concurrence, en fait, parce que vous pourriez vous dire, tiens, on va s'occuper d'eux, et puis nous, la deuxième ou troisième génération, on ne va plus s'occuper de nous. Mais il y a des solidarités extraordinaires qui se font à tout niveau. Les autorités ont mis en place des choses qui ont résorbé une certaine partie des réfugiés. Mais les plus grandes solidarités sont celles qui sont entreprises par des citoyens qui ont mis en place des associations, qui ont mis en place des flux solidaires, de biens matériels, de personnel, etc., dont la Croix-Rouge fait partie, bien sûr, et est un acteur majoritaire. Mais il n'en est pas moins que l'enjeu est sociétal, parce que ces personnes qui viennent par milliers, par dizaines de milliers s'installer, encore une fois, qu'est-ce qu'on leur... s'il n'y a pas de comparaison à faire, bien sûr, avec les flux d'immigration qui étaient là pour une autre cause, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les accueillir et valoriser cette plus-value qu'ils ont, effectivement, dans ces communautés syriennes, irakiennes, même libyennes, d'instruction, qui sont formés, qui sont des gens qui sont prédisposés donc à la formation ou à s'intégrer plus rapidement, en tout cas. Ils veulent s'intégrer, ils veulent rester. Bien sûr, bien sûr. Quelle question vous voulez réagir? Oui, souvent il y a un langage qui dit que, il y a la guerre des civilisations. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand on est civilisé, on est appelé à se rencontrer et à partager. Par contre, il y a la guerre des ignorances, parce qu'on ignore l'autre. Parce qu'on n'est pas justement dans une démarche à découvrir et à redécouvrir l'autre, mais aussi soi-même. Parce que c'est avec l'autre qu'on se redécouvre. Et il me semble qu'aujourd'hui, vous avez cité la question des demandeurs d'asile ou des Syriens ou des Irakiens et autres. La question est posée pour tous les pays, c'est-à-dire quand vous partez en Afrique du Nord, vous allez trouver des familles entières syriennes dans les rues, par exemple d'Alger. C'est des familles chrétiennes qui portent la croix, qui sont dans une société musulmane. Et vice-versa, aujourd'hui, on trouve aussi des familles syriennes aussi en Europe. Mais la question qui est posée aujourd'hui, l'humanité, elle est face à elle-même. Ça ne concerne pas uniquement la Belgique. C'est-à-dire comment aujourd'hui, j'ai parlé des centres de décision, comment aujourd'hui les centres de décision retravaillent leur feuille de route. On ne peut plus aujourd'hui dicter la paix
Mais la paix, c'est un travail à long terme qui peut commencer dès maintenant. Comment aujourd'hui une Eva va rencontrer un Mohamed et un Mohamed va rencontrer Elena et ainsi de suite dans la même classe aujourd'hui. Comment on va asseoir la pédagogie circulaire que celui qui est en face de moi, ce n'est pas peut-être que ce n'est pas mon semblable, et c'est sûr, mais c'est avec lui que je peux construire ce cercle. Donc on peut avoir des différences, et c'est sûr qu'on doit avoir ces différences parce que c'est ça les couleurs de la vie, mais en même temps on est appelé à vivre sur cette terre-mère, donc cette terre qui nous a donné naissance. Et la sagesse mohammedienne, donc musulman que je suis, il dit nous on est tous d'Adam et de terre. Il n'a pas dit on est tous musulmans et X. Il a dit on est tous d'Adam et de terre. Ça veut dire comment les enfants de cette terre, toutes tendances confondues, femmes et hommes. Aujourd'hui, comment la femme aussi aura sa place dans la société. Comment l'énergie féminine va adoucir la masculinité du monde d'aujourd'hui. Comment aujourd'hui l'enfance va orienter les adultes dans les décisions du jour. Comment le créateur, l'entrepreneur va être à l'écoute du consommateur. Au lieu de créer une économie de consommation, pourquoi pas une économie de consommation? Comment agir aujourd'hui? C'est-à-dire, vous, que je remercie, RCF, que je remercie, qui nous a offert ce moment de rencontre. Ce n'est qu'une goutte dans un océan. Comment les Liégeoises et les Liégeois, dans tous les quartiers, retravaillent leur vie autrement, pas uniquement à travers une bière. Donc je tiens à vous dire qu'hier, à Molenbeek, nous avons assisté à la fête de Noël, où il y avait les chorales musulmanes, juives, chrétiennes, bouddhistes, qui ont assisté à un repas de Noël. Donc le 26 et le 27, il y aura aussi Jésus et Mohamed, deux lumières, donc deux voix de lumière de l'humanité. Donc il y a des initiatives sociétales qui sont dans ce sens. Il y a une initiative du vivre ensemble qui est lancée au sein des institutions de l'ONU. Donc on a récolté presque 1 million de signatures pour instaurer une journée mondiale du vivre ensemble. Ça ne sera pas du folklore, mais c'est juste pour mettre du punch chez les personnes de la décision, de dire qu'aujourd'hui, que les êtres humains, femmes et hommes, enfants et adultes, halte à la peur, mais oui, à l'amour et à la rencontre. Justement, dans cette réalité-là, on parle beaucoup des discours sur l'altérité, la différence, etc., etc. Mais pour qu'il y ait une véritable rencontre, il ne faut pas qu'on soit trop différents non plus. Parce que quand on est trop différent, on ne se rencontre plus. Donc comment il y a une altérité dans une forme de ressemblance. C'est parce qu'on partage des choses de manière commune. Pas spécialement unique en question de race, etc. C'est plus en termes d'éducation, en termes de... C'est surtout la pédagogie. Aujourd'hui, c'est comment justement créer une pédagogie où il y a le respect de la pluralité. C'est-à-dire, justement, on veut créer un seul esprit, une seule pensée. Non, on ne peut pas penser de la même manière. On ne peut pas avoir les mêmes voix. On ne peut pas avoir les mêmes habits. On ne peut pas avoir les mêmes couleurs. Mais au contraire, on a une seule sphère. On a un seul espace. Donc on est appelé, à travers nos différences, de travailler la rencontre. Ce n'est pas uniquement, j'ai dit, se rassembler sans nécessairement se ressembler. Je peux être différent avec quelqu'un, mais je vais être avec lui pour une vision bien définie. La vision de l'humanité, la vision de la sagesse, la vision de la paix. Comment construire cette paix? Donc il faut définir les visions sur lesquelles on peut s'entendre, mais après, dans les missions et les actions, on peut être au pluriel. Comment est-ce que vous situez par rapport à ce qui vient d'être dit? Je pense qu'il n'y a pas de difficulté à ce que les gens qui sont a priori différents se rencontrent, si ce n'est qu'on peut alors, comme ça s'est passé dernièrement, on a vu des dérapages importants suite aux attentats de Paris, où on a quelque part instrumentalisé ces dramatiques événements pour faire du tout sécuritaire, pour imposer une main de fer particulièrement vis-à-vis des citoyens musulmans, et ça c'est regrettable. Donc je pense qu'il y a agir dans l'émotion, il n'y a rien de plus dangereux. Donc il y a intérêt à un moment donné à se dire attention,
on n'est peut-être pas au dernier événement, ce qu'on ne souhaite pas évidemment, mais si d'autres événements devaient se reproduire, ne devrait-on pas avoir plus de recul et garder la tête froide et ne pas, bon, en France, voir un changement de constitution pour agir, on est dans le délire complet. Les libertés sont très clairement établies, la démocratie est très clairement établie, mais les actes criminels, les actes terroristes sont très clairement à condamner fermement, et on a tous les moyens nécessaires pour pouvoir y pallier et pour pouvoir faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Nous, en tant que citoyens, notre engagement, c'est de devoir s'investir de nos personnes, nous investir de nos connaissances, nous investir de notre démarche pour faire en sorte que ce genre de choses ne se passe jamais de la part, à partir de citoyens qui sont d'ici, qui soient utilisés ou qui soient idéologiquement récupérés par des terroristes ou par des criminels. Donc l'enjeu est là. Et je pense que les enfants de la Belgique ou les enfants de la France sont les mêmes, qu'ils soient noirs, blancs ou arabes ou autres. Ce sont les mêmes enfants et que notre responsabilité est commune. Donc il est malheureux de voir que des personnes qui sont nées ici, qui ont fait leurs études ici, en arrivent à commettre des actes horribles. Et là, on doit pouvoir avoir la capacité nécessaire à se remettre en question aussi. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre système pour que des personnes se fassent récupérer par des idéologues ou par des terroristes qui viennent d'outre-mer. Donc là, on a réellement un travail à faire et des rencontres et des choses à établir. Donc voilà, je pense que les valeurs sont communes, les condamnations évidemment sur les événements sont unanimes, mais il faut se poser les bonnes questions et surtout éviter de réagir dans l'émotion et au risque de créer des clashs qui créent des fossés. Éviter quelque part toute forme de démocratie. Mais juste la question du terrorisme algérien que je suis, vous savez, quand il y a eu les attentats de Paris, ou même quand la tour, on va dire, en Amérique a été démolie, c'est d'abord, il y avait toute une décennie en Algérie où on a connu presque chaque soir, il y a 500 personnes égorgées dans un village ou un autre. Donc on est presque à plus de 300 000 morts en Algérie après 1990. Donc la question du terrorisme, quand les Algériens ont connu ce genre de drame, c'est là que l'humanité est face à elle-même. Comment est-ce qu'un Algérien ou un Malien ou un Syrien ou un Irakien vaut moins ou plus qu'un Parisien ou un Américain? Aujourd'hui, justement, comment dire que ça c'est un être humain? Tout simplement. Il est à Tombouctou, ou il est à Alger, ou il est à Ouagadougou, ou il est à Paris ou aux États-Unis, c'est le même individu de toute cette chaîne humaine. C'est la réaction d'ailleurs au Liban, à Beyrouth, l'attentat de That's right. Donc comment aujourd'hui que si une partie de notre corps nous touche, est malade, c'est tout le corps qui réagit. Et ça fait partie de la sagesse mohammedienne en islam. Je parle de cette sagesse mohammedienne parce que c'est un appel à la communauté musulmane de retravailler, de relire la sagesse de l'islam. Que c'est une sagesse qui nous incite et nous invite à être miséricorde, au messager de la miséricorde, sur tout l'universel, pas nécessairement de la communauté musulmane. Et faire une grande différence aujourd'hui, même dans les moyens médiatiques. Il y a une grande différence entre l'islamiste et le musulman. Donc même le vocabulaire aujourd'hui, c'est un terrorisme. Donc il n'y a pas que le terrorisme à travers une bombe, mais il y a aussi un terrorisme à travers le vocabulaire. Aujourd'hui, c'est comment la musulmane peut se dévoiler de ses peurs au lieu de se voiler encore et encore en ramenant plus de peur. Comment aujourd'hui se libérer beaucoup plus. C'est-à-dire aujourd'hui, pour ma part,
c'est retravailler justement, c'est quoi le sens de d'être humain? C'est quoi être humain? C'est celui, pour ma part, qui est connecté à la goutte d'eau. C'est celui qui est connecté à cette terre, qui est connecté à tout ce qui nous entoure et ce qui est en nous. Merci Belkacem Amarouche, je vais y arriver. Jamal Manat, voilà, il nous reste 2-3 minutes avant la fin de cette émission. Voilà, on a une semaine de Noël, il y a le temps des fins d'année, etc. Un message de paix. Voilà, je vous le ferai comme ça. On n'est pas prévenu. Voilà, votre vœu pour 2016, on va le dire autrement peut-être. Sinon, je ne dois pas vous imposer le message de paix. Disons que le message de paix que je souhaite pour l'année prochaine et les années suivantes, c'est que tous mes concitoyens puissent vivre dans la sérénité et dans la solidarité, mais aussi dans la volonté de construire un monde meilleur, de faire en sorte que l'on puisse mieux vivre ensemble, parce que nous sommes assaillis de partout d'images, de sons et de choses qui sont dramatiques ces dernières semaines. Et là, je voudrais lancer un message aussi à ceux qui se sentent différents, qui se sentent stigmatisés, qu'ils soient musulmans ou autres, que la plus belle référence à laquelle ils puissent faire recours, c'est celle à leur valeur humaine et à leur valeur naturellement humaine. Et qu'en cela, tous les musulmans sont d'accord, et qu'en cela, tous les musulmans se retrouvent dans leur citoyenneté et dans leur citoyenneté belge. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. L'écrasante majorité est contre toute violence, est contre tout amalgame, mais aussi est contre tout stéréotype, et souffre de la souffrance des autres. Et en cela, je pense qu'on est tous frères, toutes sœurs dans cette société qui ne demande qu'à s'améliorer, malgré tous les grands enjeux qui sont devant nous, qui sont économiques, qui sont sociaux, et que les différences ne sont pas toujours celles qu'on veut nous montrer, et qu'elles sont aussi, comme j'ai dit au tout début, bien souvent plus sur le plan économique et sur le plan social. Merci Jamal Manat, merci Belkacem Amarouche d'avoir pris le temps de passer par nos studios. Puis je pense que c'est heureux, comme c'est la dernière émission en direct de 2015, d'avoir pu la passer avec vous, et puis de remettre, justement, de renuancer parfois un petit peu les discours abrupts et sans nuance qui nous montrent que ce sont des débats qui deviennent passionnés, mais très peu passionnants, tellement il manque de justesse dans leurs propos. Merci à tous les deux d'avoir pris ce temps-là. Merci à vous. Et puis, avec meilleurs vœux de bonheur, de santé. Meilleurs vœux à tout le monde. Voilà, merci à vous. Et puis, Eric, Joyeux Noël et bonne année. Oui. Voilà. De toute façon, On se verra encore. oui, tout à fait. Mais en tout cas, on reprendra dès le 4 janvier en direct pour l'émission d'1 heure. Vous serez au poste, Eric. Absolument. C'est juste pour dire que Noël aujourd'hui coïncide avec la naissance du prophète Mohammed. Donc c'est une année spéciale. Ah, voilà, Merci. j'ai appris quelque chose. Merci beaucoup. Merci Geneviève Bleuze qui est restée très calme et qui on lui a sucré sa chronique. Mais voilà, mais comme c'est de la cuisine, c'est comme ça. C'est de cet ordre-là. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Merci de votre fidélité. Bonnes vacances à ceux qui en prennent. Bon Merci. travail pour tous les autres. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.